une parenthèse que j'avais ouverte tout à l'heure. Cheverny ouvre ses portes en 1922, des dépliants sont diffusés un peu partout, un peu où on peut en Europe, et puis concomitamment, Hergé, qui est un auteur qui est autant documenté qu'inspiré, nous sommes fin 41, début 42, il lui faut un modèle de château pour créer Moulinsart. Bon. Et comme il est très documenté, il ne laisse absolument rien au hasard, et comme le Val-de-Loire est la région de France, du monde, d'Europe, sans doute il y a la plus grosse densité de châteaux, et la plupart ayant ouvert leurs portes au public assez rapidement, donc ils font l'objet de publications, de guides, etc. Et donc Hergé tombe là-dessus, il dit tiens, je vais prendre je vais m'inspirer d'un des châteaux de la Loire. Il commence par Chambord, oh, c'est trop grand, trop compliqué, l'autre c'est trop biscornu, l'autre il en manque la moitié, comment ça va pas? Ah bien, Cheverny, c'est simple, hyper simple à dessiner. Parce que Cheverny, on nous l'a beaucoup reproché dans les salons touristiques dans lesquels nous allions. Ah oui, Cheverny c'est bien, mais c'est par naissance, ça va pas perdre le public. Vous savez, vous sortez de là un peu courbé, vous partez à un autre salon. Ah oui, non mais la clientèle italienne, mais Cheverny ça ira pas. Vous savez, nous, nos clients, ils sont très Renaissance. On est par naissance, on est désolé, bon, des salons comme ça, éternellement, pas éternellement, mais les gens venaient quand même, hein, bon. Et puis, finalement, l'architecture classique, parce que je viens de vous dire que Cheverny n'est plus un château Renaissance, c'est un château d'époque classique, sobriété, symétrie. Et ça correspond pile poil avec le trait de crayon d'Hergé qu'on appelle la ligne claire. Et c'est la raison pour laquelle ça n'a jamais été confirmé, ni par les tintinologues, ni par Hergé lui-même, que c'était certainement la principale motivation qui fait qu'il se servi de Cheverny pour créer Moulinsart. Bon, c'est parfait. Là-dessus, à un moment, on se dit qu'il faut à tout prix qu'on arrive à concrétiser un peu plus fort ce lien entre Cheverny et Moulinsart, dépasser ce qu'avait créé mon père avec un dessinateur de Bob Dumour qui était une petite affiche, hein, où on mettait en superposition Cheverny et Moulinsart, il fallait un petit peu au-delà. Et donc, on est rentré en contact, à l'époque, avec un des plus gros collectionneurs d'objets dérivés, un architecte parisien, qui avait une maison de campagne à proximité, et qui s'est dit, moi, mes studios débordent d'œuvres d'art, il faut tout peu que je puisse les entreposer et les montrer au public quelque part. Et forcément, rien de tel Tintin que Cheverny pour montrer ses œuvres. Bon, là-dessus, on se dit, de toute façon, l'image de Tintin ne nous appartient pas, donc on s'est adressé directement au bon Dieu, donc en fait à Fanny et Nick Rodwell, qui eux-mêmes avaient la même logique, qui était de passer d'expositions temporaires à des expositions définitives, donc on était sur la même longueur d'onde, hein, et c'est la raison pour laquelle, après quelques tergiversations, on s'est fixé un cap, un thème, une thématique d'exposition qui était simplement, oui, ah oui, qui était simple, qui était donc en fait, nous ne devons pas parler de la totalité donc, de l'œuvre d'Hergé. Cheverny n'en a pas vocation, mais simplement se concentrer sur Moulinsart. Donc l'inauguration en 2001 donc, des secrets de Moulinsart. Et en espérant que cette exposition dure pour l'éternité. Donc une fois, donc là on est en 2001, et puis après, bon, Cheverny doit répondre un petit peu à tout ce qui fait le succès peut-être d'autres monuments que nous n'avions pas forcément, ou que nous avions simplement d'une manière un peu embryonnaire. Et ce que nous avions d'une manière un petit peu embryonnaire, ce sont les jardins. Hein. Cheverny n'était pas particulièrement connu, il n'y avait pas de raison, pour ses jardins. Et donc là, ma femme étant particulièrement passionnée par tout ce qui était fleurs, elle a commencé à transformer ce qu'on appelait les jardins ouvriers de Cheverny, hein, qui étaient des jardins du personnel qui étaient en fait dans les communs, en jardin potager, en jardin bouquetier. Et l'appétit venant en mangeant, c'est à ce moment-là que tout d'un coup, aussi, on n'a jamais eu cette idée-là, par le plus grand des hasards, une production de télévision nous appelle en 2005, bonjour, monsieur Intel, production Intel, nous avons un projet, on vient d'achever une émission qui s'appelle La Brigade des cuisiniers, et on voudrait faire la Brigade des jardiniers. Est-ce que vous, à Cheverny, vous avez de la place pour faire des jardins? Ni une, ni deux, nous, on a toujours de la place. Bon,
Au moins, ça permet effectivement de couper la patte aux autres éventuels concurrents d'un projet comme celui-là. Et après, on développe un peu plus le projet, et le but c'était de faire créer par des 10 apprentis, en fait, un jardin. Et donc, le jardin des apprentis, en fait, vous l'avez devant les yeux, puisque c'est celui qui s'étale entre le château et l'orangerie. Et donc, la construction de ce jardin a lieu pendant 1 an. Une partie est tournée, pas l'autre, hein, parce que comme il fallait assez vite, et contractuellement, notre rémunération, c'était en fait un jardin fini. Ça veut dire qu'il y a eu 2 chantiers en parallèle. Le chantier filmé, le travail des apprentis, et après le reste, la finalité, le jardin abouti, tel qu'on a pu l'inaugurer en fait en 2005. Et ça fait rentrer chez Verdi dans une logique également d'espace vert. Et comme je vous le disais, ah oui, je vous fais une petite parenthèse là-dessus. Ce jardin est une merveilleuse aventure botanique, mais surtout ça a été une très belle aventure humaine. Je tiens à le dire, quand nous avons donc ces 10 apprentis, on s'est dit, ils s'en vont, parce que le jardin est terminé. Nous avions notre équipe de jardiniers, et on s'est dit, mais il faut à tout prix qu'il va falloir quelqu'un pour s'en occuper de ce jardin. C'est un énorme travail. On avait l'habitude d'avoir des pelouses. Bah, mener une tondeuse, c'est pas le même boulot que de s'occuper d'un jardin. Bon. Et puis ces 10 jeunes étaient encadrés par, ou supervisés par une assistante sociale. On dit que c'était des jeunes en rupture, hein, ils cherchaient un peu leur voie. Donc ils changeaient de métier. Pour certains, ils sont restés dans ce métier-là. Et l'assistante sociale nous a dit, écoutez, est-ce que vous ne voulez pas en choisir un qui resterait chez Verdi? Et celui qu'on a choisi, il s'appelle Sadi Bouddha, il est toujours là. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que par le jeu de la pyramide des âges, il est rentré ici en tant qu'apprenti, et il finira sa carrière en tant que jardinier-chef. Voilà. Alors je rends aussi hommage à tous ses collègues, son actuel chef de service qui s'appelle Lionel, mais comme Lionel est plus âgé que Samy, bah, quand Lionel sera parti, ce sera Samy qui sera chef jardinier. Et ça, je trouve que c'est une très belle histoire, et elle suffit elle-même à donner cette pleine pertinence, donc je veux dire, et sa pleine justification au jardin des apprentis. Pareil, pour le mot jardin des apprentis, on s'est dit, mais comment on va appeler jardin? Alors nous, on était un petit peu partis dans des délires, pourquoi pas le jardin impérial, le jardin universel, le jardin des dieux, pourquoi pas? Et puis on s'est dit, non, on va appeler le jardin des apprentis, simplement parce que pour rendre hommage à tous les jeunes, en fait, qui l'ont construit.